Donc merci à, à tous les organisateurs, en particulier à Marie-Odile de m'inviter à nouveau pour présenter en fait un projet qu'on a, je dirais ça sur la fin de la présentation, qu'on a élaboré avec Amal et Marie-Odile il y a quelques temps, pensant que s'unir nous aiderait à émerger encore plus dans ce domaine. Donc vous allez voir un peu pourquoi. Donc c'est un petit peu parler de la volonté qu'on a d'essayer de créer un réseau francophone d'intervention précoce, un peu pour mettre ensemble nos compétences et puis aussi notre énergie et nos ressources et partager un peu nos expériences pour à la fois s'encourager à faire émerger ce domaine qui, en fait, peine un petit peu à s'implanter dans les pays francophones, justement, l'intervention précoce, bien qu'on en parle depuis ici 11e édition, il y a un développement qui est assez inégal en francophonie, donc raison pour laquelle on s'est dit que ce serait bien de s'unir. Alors voilà, donc je reprends peut-être un tout petit peu des choses que probablement beaucoup d'entre vous connaissent, mais c'est vrai que l'intervention précoce, en particulier dans la psychose, ne date pas d'hier. En fait, plusieurs personnes, j'ai sorti Harry Stack Sullivan, qui était en fait un psychanalyste qui s'occupait de patients psychiatriques aux États-Unis, mais qui constatait, comme beaucoup d'autres, que les patients souffrant de psychose arrivaient souvent très tard dans les lieux de soins et regrettaient ceci, puisque se rendaient compte qu'effectivement, les patients, quand ils arrivaient, c'était déjà en fait, dans une ornière dont il était très difficile de les extraire. Après, cette connaissance-là, voilà, un petit peu bourronnée, comme on peut dire, et puis c'est, effectivement, il faut le reconnaître, Patrick McGorry qui a ressorti cet intérêt en voulant focaliser son attention clinique sur les jeunes patients qui entraient dans la psychose, et essayer justement de résoudre cette question du retard de traitement, entre autres, et puis aussi la volonté de développer des traitements spécifiques pour ces patients qui ne sont pas exposés aux traitements que tout le monde reçoit, en particulier des patients qui sont dans une phase chronique où les besoins sont existants, bien sûr, il n'y a pas de compétition entre les besoins, mais les besoins sont différents. Et son idée était qu'il fallait développer des prises en charge spécifiques pour les jeunes. Il se pose des questions particulières que les patients plus engagés dans la maladie ne se posent plus ou se posent moins. Donc voilà, il a avec son programme EPIC, mis beaucoup d'énergie pour faire émerger cette préoccupation-là. Alors, si on regarde dans le texte, il a fait ça avec Henry Jackson, qui était le prof de psychologie, en fait, à Melbourne. Et c'est en fait en 84 qu'ils ont ouvert leur unité. Donc, c'est non plus pas une chose qui est particulièrement récente. Il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé depuis le début. On dit que c'est un nouveau mouvement. En fait, c'est de moins en moins. Plus le temps passe, moins ce mouvement est nouveau. Et plus on peut dire qu'on a eu finalement du temps pour se rendre compte que c'est une méthode qui marche et donc qu'on devrait l'implanter aussi rapidement que possible. Alors, c'était tout un cheminement. Ils ont d'abord une petite unité de recherche sur les patients souffrant d'un premier épisode. Ils ont fait beaucoup de recherches. Ensuite, ils ont abouti au programme plus établi qui s'appelle EPIC. Et puis maintenant, c'est un centre d'intervention précoce en santé mentale qui a dépassé le périmètre seul de la psychose. Vous savez aussi qu'il y a eu, après l'intérêt pour les premiers épisodes de psychose, avec Alison Young, qui est ici en photo, il y a eu l'intérêt de se préoccuper peut-être de ce qui se passe un petit peu avant le premier épisode, donc dans cette phase des prodromes. Alison a fait une des premières études, disons, organisées autour de développement de stratégies de détection des patients qui sont juste avant l'entrée dans la psychose, donc les ultra hauts risques ou l'état mental à risque. Il y a tout un vocabulaire assez riche qui s'est développé autour de ça pour à la fois identifier ces patients-là, mais rendre compte du fait que des patients qui sont dans cet état-là peuvent peuvent développer ou parfois ne développent pas un premier épisode de psychose. Et intérêt développé par Alison et beaucoup d'autres personnes sur le développement d'interventions spécifiques aussi, d'interventions prévention secondaire. Les patients sont déjà dans un processus pathologique, mais essayer de freiner et qu'ils n'arrivent pas à l'aboutissement du développement d'un premier épisode de psychose. Alors, j'ai rajouté ces 2 diapos, on a discuté de ça hier soir, mais donc probablement que vous connaissez tous ce vocabulaire de base avec un premier épisode, je ne sais pas s'il y a un pointeur, mais... Oui, il y a un pointeur. Voilà. Alors, là, je parlais du premier épisode de psychose, qui survient au moment où les symptômes atteignent une intensité, durée et fréquence suffisante pour qu'on puisse parler d'un épisode de psychose constitué. Limite un peu flou, toujours. Ensuite, l'intérêt développé par Alison Young pour les prodromes. Début des prodromes qui marque le vrai début de la maladie, puisque c'est là que se développent déjà les problèmes cognitifs et les problèmes de fonctionnement social en particulier.
Et puis, on connaît des patients qui sont à un état de vulnérabilité augmenté, comme par exemple les enfants de patients qui souffrent de troubles psychiatriques, en particulier de schizophrénie. On sait que le risque est beaucoup plus élevé que les autres personnes de développer des pathologies mentales. Premier traitement qui survient après une certaine durée, donc la durée de psychose non traitée, c'est un des problèmes, ce délai qui s'écoule entre le premier épisode et puis l'accès au traitement. Et cette période critique dans laquelle se développent beaucoup des problèmes, c'est Max Birchwood à Birmingham qui s'est intéressé à ça avec d'autres, aussi Tom McGlashan, pour en faire remarquer que le handicap fonctionnel commence déjà dans la phase du prodrome et se développe pendant ces 5 premières années. Ce n'est pas ces chiffres complètement abouti, mais c'est vrai que beaucoup des handicaps s'installent au début de la maladie. Et si on tarde trop, malgré qu'on résolve les symptômes du premier épisode, le handicap malheureusement fonctionnel tend à persister alors que les symptômes, par exemple les hallucinations ou idées délirantes peuvent disparaître. Donc il y a un intérêt à raccourcir ce délai-là, voire même à pouvoir intervenir dans cette phase pour pouvoir prévenir les complications secondaires du processus psychopathologique qui émerge. Alors, donc, les stratégies sont relativement, sur la base de schéma, les stratégies d'intervention précoce sont assez logiquement, premièrement, d'agir sur le délai de détection des patients, donc de pouvoir raccourcir cette durée de psychose non traitée en rendant les services accessibles, en aidant ceux qui sont en contact avec ces jeunes à vraiment identifier les troubles et la psychopathologie qui souvent n'est pas très affirmé, parfois un peu flou, compliqué par un abus de substance ou par des troubles qui sont liés à l'adolescence. Donc c'est cette phase de détection demande une formation quand même, disons, bien ciblée. Et il y a un travail à faire d'information aussi du grand public, mais aussi des médecins de premier recours pour qu'ils sachent identifier ce genre de problème. Deuxième cible temporelle, c'est effectivement d'essayer d'intervenir au moment du prodrome pour faire un peu plus de prévention secondaire. Mais deuxième axe d'intervention, c'est d'adapter le contenu des traitements. Il ne suffit pas de voir les patients rapidement, il faut aussi leur proposer des traitements qui répondent à leurs besoins, en particulier celui de s'engager dans les soins, ce qui n'est pas une évidence pour ces jeunes, celui de recevoir des explications sur ce qui se passe, une information sur la santé en général. C'est des jeunes qui souvent n'ont pas beaucoup eu affaire avec des problèmes de santé avant. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi un axe de développement de soins spécifiques qui aident les patients à s'engager, donc de mobilité dans le milieu, etc., pour accrocher ces patients. Donc les programmes, en 2 mots, ça se passe en gros comme ça, mais après Amal en parlera en plus de détails. C'est basé centralement sur le principe du case management qui permet de garantir un suivi pendant la période du programme. Les programmes varient en durée. EPIC, c'était 18 mois. À certains endroits, c'est 5 ans. Donc en gros, c'est entre 2 et 5 ans de suivi. Plusieurs études semblent dire que c'est bien d'avoir 3 voire 5 ans pour vraiment que les progrès soient faits. Alors tous les patients ne suivent pas un traitement intensif sur 5 ans, mais c'est vraiment un suivi avec un case manager et un psychiatre qui font le noyau du suivi. Case manager garantissant une continuité, un lien qui permet aux patients de s'accrocher. Si on change d'intervenant tout le temps, c'est compliqué pour ces jeunes de faire confiance et de rester. Donc on les perd dans les suivis. Alors on reçoit en général avec un seuil assez bas. Il ne faut pas 50 000 évaluations avant que les patients entrent dans le programme. Il faut avoir un seuil assez bas et être assez inclusif. Et puis ce qu'il y a souvent, en plus de ce case management, c'est une équipe de suivi intensif qui permet l'accès aux patients qui sont plus récalcitrants au suivi, qui ont de la peine à s'engager, qu'on va voir à domicile, parfois jusqu'à 1 fois par jour, voire 2 fois par jour pour monitorer la médication. Donc d'essayer de faire du traitement de l'accroche. Et ça, en principe, les case managers du programme central, souvent, ont pas cette disponibilité quotidienne. Donc on s'appuie, alors dans certains programmes, ils s'appuient seulement sur une structure de suivi intensif, comme au Danemark. Il faut des services vraiment riches pour avoir un case manager pour 10 patients. Dans d'autres régions, on a à ce niveau-là un case manager pour 30 patients. Et puis quand il y a besoin d'intensifier le traitement, on fait appel à une deuxième équipe qui renforce le suivi. C'est une méthode dans notre programme en Suisse, c'est ça qu'on fait. On a à peu près 25% des patients pour lesquels, au cours des 3 ans, on fait appel à cette équipe, soit au début pour engager les patients, soit en alternative à l'hospitalisation. Donc il n'y a pas forcément besoin non plus de surdoter ces services, parce qu'après on effraie les administrateurs quand on demande 15 postes au lieu d'en demander 5. Donc voilà, il faut être aussi un petit peu rationnel et un petit peu logique. Et puis on a une unité hospitalière, c'est le 3e élément. Ces patients vont à l'hôpital, mais en fait, dans ce genre de programme, ils y vont assez peu. Dans notre programme, sur les 3 ans, 1 fois, enfin 0,8 fois en moyenne. Donc il y a un nombre de patients qui n'y vont jamais. En gros, c'est une hospitalisation sur les 3 ans. Donc c'est pas sur l'hospitalier, à mon avis, qu'il faut centrer ces programmes. C'est vraiment sur l'extra-hospitalier, l'ambulatoire. Et puis avoir un lieu
adéquat avec des gens formés à recevoir ce genre de patients, mais souvent on ne peut pas si on a une zone d'intervention comme à Lausanne 300 000, on a en gros à chaque jour à peu près 4 ou 5 patients hospitalisés, donc on ne peut pas faire une unité spécialisée sur ces patients. On essaie dans une unité 18-35 ans où on a un peu une attitude à l'égard de la pathologie qui est similaire à ce qui se passe dans le suivi ambulatoire. Voilà. C'est un petit peu la structure. Alors structure qui s'est développée dans divers endroits en Europe, puisqu'on parle ici d'Europe. Alors en Norvège, beaucoup d'énergie a été développée et souvent ça se passe autour d'une ou deux personnes. Et c'est vrai que Jan Olav Johannessen et Ingrid Melle ont été vraiment des militants pour développer ça. Ils se sont assurés les services scientifiques de Tom McGlashan qui était à Yale, je crois, prof à Yale, ou en tout cas aux États-Unis, pour avoir un côté recherche, parce que générer des données, c'est aussi une façon de convaincre les décideurs qu'on est dans du solide. Donc voilà, ils ont fait ça, ont publié fait beaucoup de publications sur leur projet TIPS, qui a beaucoup marqué. Donc ça, mais vraiment, c'est une énergie qui est venue de quelques locomotives, de leaders et de gens qui étaient très motivés par cette intervention. Pareil au Danemark, à Copenhague, où Merete Nordentoft, qui était la présidente de l'Association internationale d'intervention précoce, avec Anne Torup et d'autres, qui ont aussi lancé l'étude dont le nom va m'échapper maintenant, mais l'étude Opus, voilà, où ils ont fédéré plusieurs centres d'intervention, mais aussi ça a été poussé en avant par Merete en particulier, qui a fait du lobbying politique pour aussi donner un peu d'énergie et d'enthousiasme à ce mouvement. Au Canada, pareil, hein, c'est beaucoup Ashok Malla et Jean Addington. Il y en a d'autres, mais disons c'est un peu... il y a aussi Ross Norman. Enfin, il y en a d'autres. Je n'ai pas trouvé la photo de Ross Norman. Il y a un golfeur, il y a un joueur de tennis, mais je n'ai pas trouvé le psychiatre Ross Norman. Donc voilà. Peut-être qu'il se cache derrière... voilà, il se cache derrière l'animal ici. Mais voilà, c'est aussi des personnes qui ont poussé, qui ont été convaincues, et ça a fabriqué une espèce de réseau comme ça d'énergie qui a ensuite donné naissance à l'Association internationale d'intervention précoce dans les troubles psychotiques. Pareil, en Angleterre, un petit peu plus tardivement. C'est en fait en 2000 qu'ils ont pu convaincre le gouvernement d'une stratégie qui a permis l'implantation de 50 centres dans l'ensemble de l'Angleterre et sous aussi la pulsion de Peter Jones et Max Birchwood, d'autres personnes aussi bien sûr, mais voilà, avec le développement de tout un réseau avec des centres experts qui ont permis comme ça l'implantation de cette démarche dont la validité n'est plus à démontrer, il en sera peut-être question après, mais on voit que c'est des traitements plus efficaces et moins coûteux, donc on semble marcher sur un tapis rouge, mais il y a quand même encore quelques embûches sur ce tapis rouge d'évidence, bien sûr. Ensuite, une évolution, donc j'ai parlé de l'intervention dans le premier épisode, puis dans le prodrome. Il y a depuis plus récemment, depuis 2007, un intérêt pour des idées qui étaient déjà présentes aussi avant. En fait, on fait que revenir à des choses déjà dites par le passé, mais il faut une certaine énergie pour vraiment les faire émerger. Et c'est un petit peu le génie de Pat McGorry de le faire. Il s'est aussi intéressé, lui, à cette question de staging, donc développer vraiment des traitements spécifiques par stade, aussi bien au niveau clinique, psychologique que neurobiologique. Alors on manque de données pour spécifier les traitements de la phase précoce au niveau neurobiologique, mais il y a beaucoup de recherches qui se fait, d'où cette proximité avec les neurosciences pour pouvoir comprendre les mécanismes qu'il y a derrière ces maladies, voir s'il n'y a pas des mécanismes spécifiques par phase, qu'il y a des moments où une certaine intervention est utile, et dans d'autres où on est peut-être délétère de donner des neuroleptiques, par exemple en début de traitement. C'est un peu ce qu'on fait parfois parce qu'on n'a pas autre chose, mais peut-être ce serait mieux d'agir pour bloquer d'autres mécanismes ou renforcer, faire de la neuroprotection. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire parce que si on fait un traitement par stade, il faut comprendre les mécanismes, donc il faut travailler main dans la main avec les neuroscientifiques. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un réductionnisme biologique et un retour en arrière à des temps anciens. On peut très bien faire les deux, traiter psychologiquement les patients et psychosocialement, mais il y a besoin aussi de biologie, on a besoin d'avancer dans ce domaine, donc je crois que ces mariages-là sont vraiment des bonnes choses. Ensuite, il y a eu donc la mise sur pied de l'Association internationale de psychose débutante, donc International Early Psychosis Association. Et vous voyez qu'il y a eu une série de conférences tous les 2 ans. Alors, il y a eu un petit trou après la première. Là, il a fallu une petite remise d'énergie pour faire la deuxième. Mais après, chaque 2 ans,
une conférence où il y a à peu près en moyenne entre 800 et 1200 personnes selon où ça se passe. Donc vraiment une communauté qui s'est construite autour de ça. Il y a aussi un journal qui a été lancé par Pat McGorry, Early Intervention in Psychiatry, pour marquer l'élargissement du focus, pas seulement autour de psychose, mais autour des troubles psychiatriques en général. Et vraiment une communauté qui s'est vraiment densifiée. Tokyo aussi, donc c'est pas seulement en Europe et aux États-Unis, mais aussi tout autour du monde, en Australie bien sûr. Et la prochaine se passera à Boston, donc au mois de octobre, du 7 au 10 octobre. Alors, dans les pays francophones, qu'est-ce qui se passe? Alors, la partie canadienne francophone, Amal va en parler. Une bonne implantation, aussi des leaders là, qui ont permis de faire émerger ça. En Belgique, à ma connaissance, je n'ai pas encore tous les liens possibles. J'ai atteint le docteur Monville qui me dit que c'est la seule ébauche d'un tel programme se trouve à Liège. Il y a un pendant aussi du côté néerlandophone, mais sinon, il n'y a pas tellement d'autres lieux. Peut-être qu'on en a raté. On est en train de faire une espèce d'enquête pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Pour la Suisse, puisque c'est un lieu que je connais un petit peu, donc on est un petit pays de 8 millions d'habitants avec 26 cantons, donc 26 ministres de la Santé, 26 systèmes comme 4 langues. Ouais, c'est un melting pot absolument riche, mais qui est quand même un peu compliqué quand même. Donc il y a une politique de santé mentale générale, il n'y a pas. Donc c'est un petit peu chacun dans son canton. Certains cantons font 80 000 habitants, donc c'est un petit peu compliqué. Mais dans la francophonie, donc il y a un programme à Genève depuis 2003, un programme surtout autour de détection du prodrome, un petit peu autour du premier épisode, dans le canton de Vaud, d'où je viens, autour de Lausanne. Donc on a effectivement un programme qu'on a mis en place en 2004, surtout premier épisode maintenant avec un axe aussi détection du prodrome. Et puis qu'on a pu implanter dans le reste du canton, on a 4 secteurs dans notre canton. On a des secteurs d'assez grande taille. Celui de Lausanne est à 350 000 habitants. On se rend compte que c'est un petit peu la taille qu'il faut, 300 000, pour avoir une masse critique, un nombre suffisant de patients par année. Vu l'incidence, on a en gros 50 nouvelles situations par année, qu'on garde 3 ans, ça fait une file active de 150 patients. Il faut quand même, si on a 2-3 patients par année, c'est compliqué d'avoir un programme. Donc il faut des secteurs, à mon avis, de taille suffisante. Dans les autres cantons romans, donc, ah oui, j'ai une petite animation ici, voilà, ça c'est la partie qui parle français de la Suisse. Donc, canton de Vaud et Genève, il y a quelque chose. Fribourg, il y a une ébauche d'équipes mobiles. Neuchâtel, Jura, il n'y a rien du tout. Et dans le Valais, non plus. Donc, on n'a pas beaucoup avancé au niveau de la Suisse. Il y a un programme à Bâle et une ébauche de programme à Zurich, mais une implantation qui est très modeste, je dois dire, en Suisse. Malgré les efforts qu'on fait, on a une association, SWEP, Swiss Early Psychosis Project, qui a été lancée en 1998. Et on fait des conférences chaque année, mais la décision au niveau politique est compliquée à obtenir d'implanter ces programmes de manière générale. En France, j'ai mis une liste un peu de mémoire, et je suis désolé, il y a certainement des gens dans cette salle qui sont actifs et dont j'ai oublié de mentionner le nom, je suis désolé, mais c'est un peu certains des endroits où je suis allé, et aussi des centres qui sont intéressés, qui semblent être dans la phase de lancement. Donc, et puis il y a quand même des JPJAD, donc depuis 2007, si j'ai bien calculé. Et donc quand même une activité, mais c'est vrai qu'il y a un certain manque de concrétisation dans les pays francophones, peut-être excepté le Canada. Donc on s'est dit, voilà, il y a une meilleure implantation dans les pays anglo-saxons, une meilleure implantation dans les pays où il y a moi c'est un peu ma lecture, où il y a une politique de santé mentale un petit peu centralisée. Alors la Suisse est très fédérale, chaque canton est très sur ses prérogatives, veut contrôler aussi l'instruction publique. D'ailleurs, donc si vous déménagez de 30 km dans une autre ville qui est dans un autre canton, vos enfants peuvent perdre 2 ans d'école parce qu'ils sont décalés. Enfin, c'est un truc pas possible, mais ça fait notre charme, paraît-il, donc on y croit. On a remarqué quand on se rendait dans les conférences IPA qu'en fait il y avait relativement peu de francophones. Probablement, barrière de la langue, c'est vrai, et surtout manque de cliniciens de terrain. Or, on se dit que comment faire accéder à la connaissance les gens qui sont des collègues de terrain. C'est bien que les profs se déplacent dans des congrès où il y a des présentations scientifiques, mais le savoir vraiment, et ceux qui changent les soins, c'est les intervenants de terrain et les infirmiers, etc. Comment est-ce qu'on donne accès à toutes ces personnes qui sont ceux qui font la psychiatrie aux connaissances d'intervention précoce? C'est une question qui nous tracasse assez.
relativement peu d'interactions entre francophones, c'est-à-dire que voilà, on se connaît pas toujours très bien. Manque d'outils en français aussi, toutes les échelles sont en anglais, tous les livres sont en anglais, et ça c'est quand même une barrière importante qui freine aussi probablement l'implantation des choses. Pas vraiment de lieu d'information et de formation, pas vraiment de conférences à part ces journées-ci autour de ce domaine. Donc on disait qu'il y avait un manque. Alors il y a quelques outils, c'est un petit peu centré sur moi-même. Là, mais on a développé des outils qu'on a diffusés, il y en a d'autres certainement qu'on essaie de mettre en commun. Ça c'est des fiches qu'on a développées pour la psychoéducation des patients. On a traduit un livre, un manuel sur le case management qui était produit par EPIC. Il y a aussi des formations. Amal s'est déplacé un peu en France. Moi aussi, je suis venu. On a reçu des collègues français aussi chez nous. Il y a un petit peu de mouvement, mais relativement peu d'interactions. Alors on s'est dit à Milan en 2016, on s'est dit mais au fond il fallait qu'on fasse quelque chose. Peut-être on devrait créer, et c'est de ça qu'on a parlé avec Marie-Odile et Amal, créer une branche francophone en fait de AIPA. Avoir voilà, un groupement et exister sur la carte de l'AIPA comme branche francophone. Pas pour proposer des autres soins, mais pour donner accès au plan simplement du langage aux personnes qui travaillent dans ce domaine et qui sont francophones. On a reçu le hockey de la direction de AIPA, donc on est depuis maintenant voilà, une année un petit peu plus en train de réfléchir à comment faire exister cette chose. Donc l'idée c'est vraiment de s'unir pour pouvoir disons créer une plateforme d'échange, cohésion, etc. Et puis avoir une sorte de légitimité. Hein. On se dit, peut-être on est dans l'erreur, mais que si on est constitué autour d'une branche, qu'on a la légitimité de l'association internationale, peut-être on est aussi plus crédible par rapport aux décideurs. Donc on s'est dit, voilà, faisons partie de cette association, créons une branche francophone. Alors, les objectifs concrets, c'est de continuer ces journées JPJAD qui sont maintenant bien implantées et qui rassemblent beaucoup de francophones. On s'est dit qu'on voulait aussi faire une journée annuelle de congrès. On n'a encore pas vraiment la formule, mais une idée, c'était de chaque année sans conférence AIPA, de faire une journée rattachée à un des congrès francophones. On fait une journée autour de l'intervention précoce. Beaucoup de francophones vont à certains des congrès, que ce soit l'Encéphale ou le CNPLF ou d'autres. Il faut encore qu'on regarde un petit peu ce qui est le plus relevant. On pourrait, puisque les gens se déplacent dans cet endroit, ajouter une journée au congrès où on rassemble tous ceux qui sont intéressés par ce genre d'intervention, qui soit accessible à tous les professionnels, donc qui soit assez clinique, pas trop de recherche fondamentale. Vraiment, l'idée, c'est d'essayer de parler à des cliniciens, de transférer les pratiques, etc., de faire des échanges pratiques dans des ateliers, aussi de se connaître, de voir comment on peut profiter des outils développés par les autres, pas qu'on soit 5 à traduire le même outil, par exemple, voilà, ce genre de choses. Peut-être des mises en place de recherche commune, ça peut être aussi une façon de donner une cohésion. On se disait implanter aussi une sorte de recommandations et de guide de fidélité. C'est vrai qu'il y a une question, c'est important aussi que ce qui a été prouvé comme fonctionnel et comme efficace, que ce soit ça qu'on applique. Quand on dit intervention précoce, qu'on s'assure qu'on s'entend sur les choses, pas pour contrôler ce que font les gens, finalement chacun fait un peu comme il pense, mais disons quand même qu'on en reste à certaines pratiques qui sont validées par les preuves. Il y a beaucoup de recherches qui étaient faites, ce serait dommage de ne pas s'appuyer sur ces choses validées. Donc aussi avoir des sortes d'échelles de fidélité pour que ça nous aide à mettre nos ressources là où elles sont vraiment utiles. Et puis peut-être aussi valoriser une certaine sensibilité francophone. C'est quand même... il y a une question de culture qui est liée à la langue et parfois on peut trouver certaines approches trop pragmatiques anglophones et anglo-saxonnes comme appauvrissant des approches qu'on a. Donc si on peut garder avec ça une certaine identité autour de la langue, c'est pas une mauvaise chose non plus. Et puis ce qu'on fait aussi, hormis cette journée qu'on essaiera d'accrocher à l'un des congrès, on essaie aussi de faire des présentations sur cette démarche-là dans divers congrès, et puis de transférer aussi, de proposer des symposiums dans chacune des conférences comme Encéphale, CNPLF, etc. Alors concrètement, il y a CJPJAD au 116e congrès du CNPLF qui se joint avec l'Association des médecins psychiatres du Québec. Amal va aller présenter en fait cette démarche et parler d'intervention précoce. Le congrès à Antibes en octobre 2018 de l'information psychiatrique se centre autour d'intervention précoce. On va faire diverses présentations dans ce cadre-là aussi. Il y a aussi, que vous avez peut-être remarqué, une série spéciale d'articles dans l'information psychiatrique cette année où ils essaient de faire émerger cette préoccupation. À Boston, Amal aussi présentera, on avait proposé un symposium qui n'a pas été retenu, mais Amal va présenter quand même... présentation orale sur notre démarche pour en expliquer la raison. Et puis on est en train de réfléchir à la journée 2019 qui s'accrocherait à une journée d'un des congrès.
Donc, on doit prévoir un certain nombre de choses. Il faut qu'on se structure un petit peu autour d'un comité. On s'est autoproclamé comité pour le moment, puisqu'on était les trois intéressés par ça. Il faudra qu'on voit comment on doit le valider, mais voilà. Il faudra qu'on puisse aussi établir une liste des personnes intéressées pour pouvoir communiquer. Donc ça demande un certain travail organisationnel auquel il faut qu'on réfléchisse. Et puis peut-être avoir une page internet sur le site d'IPA. Tout ça pour donner un accès facilité à la connaissance et à l'échange des expériences. Donc voilà, en conclusion, on veut mettre en place cette branche de l'IPA. Vous êtes probablement nombreux potentiels partenaires de cette démarche pour renforcer la visibilité, se légitimer face aux décideurs, échanger sur les pratiques et les outils, avoir un focus assez clinique, qui n'empêche pas la recherche, mais quand même surtout un focus clinique. Et puis, déjà quelques manifestations prévues, puis voilà, il faut qu'on identifie les partenaires. Donc je ne sais pas si déjà aujourd'hui on a la liste de toutes les personnes ici, on pourrait vous considérer comme des potentielles victimes de notre démarche. Et puis ensuite, on a aussi besoin des idées et du soutien des gens de terrain. Enfin voilà, nous, c'est un peu ce qui nous semble être utile. C'est bien qu'il y ait aussi que les gens puissent dire, non, mais voilà, nous, ce qui serait utile pour nous, c'est ça et ça. Enfin, donc il faudrait aussi qu'on établisse un certain dialogue. Et c'était d'ailleurs ce que j'avais. Merci pour votre attention et place à la discussion. Je ne sais pas s'il y a déjà des suggestions, si j'ai déjà dépassé mon temps et qu'on doit passer au suivant. Mais sinon, merci de votre attention.